Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous 100% consacré au business et à l'exploration spatiale toutes les semaines sur Bismart. Alors aujourd'hui on découvre ensemble une start-up, une jeune entreprise, Venture Orbital System, pur produit du New Space. La start-up ambitionne de construire des petits lanceurs fabriqués en 3D. En plateau avec nous pour en parler, le cofondateur de la start-up, Kevin Monvoisin. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, Venture Orbital System, ou VOS, comme on l'appelle, est cité partout aujourd'hui. On l'entend même dans le discours du président de la République, Emmanuel Macron, quand il aborde le sujet du New Space et plus largement du secteur spatial. Pourtant, votre start-up n'est pas la seule à proposer, à ambitionner de concevoir des mini-lanceurs, ni en France, ni même en Europe. Indubitablement, vous êtes sur le devant de la scène. Pourquoi ? C'est toute une stratégie de communication qui s'est mise en place justement pour faire parler de nous. Ça fait un peu partie de l'essence de VOS et de sa création, où Stanislas, le président de l'entreprise, a lui plutôt un profil commercial et où moi je suis arrivé plutôt avec un profil technique, et donc de pouvoir chacun prendre sa partie et de voir des synergies pour développer quelque chose et en parler pour pouvoir le vendre à l'avenir. Donc c'est quoi, vous êtes meilleur en com que les autres ? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Non, je pense qu'on a pris très à cœur la communication dès le début et ça se voit maintenant. Qu'est-ce qui vous différencie justement ? Qu'est-ce qui différencie votre proposition de celle de vos concurrents ? Alors on est sur un secteur de marché qui est assez spécifique. Des lanceurs qui veulent envoyer moins de 100 kilos, ou autour de la centaine de kilos en orbite, il n'y en a pas. On est vraiment les seuls pour pouvoir se concentrer sur le marché des CubeSat. Donc qui sont vraiment des satellites qui vont faire en général une dizaine de kilos, la taille d'une boîte à chaussures, et qu'on envoie de plus en plus actuellement. Alors vous avez dit qu'il n'y avait pas de concurrents qui s'attaquaient à cette charge utile-là, pourtant il y en a quand même. Alors généralement les petits lanceurs dont on entend parler, comme les Allemands, RFA ou Isar Aerospace, eux sont plutôt sur la gamme des 600 kilos, une tonne, et donc ils vont plutôt viser des satellites d'une centaine de kilos, quand nous on va viser des satellites plus petits. Et actuellement, en fait, même ces lanceurs capables d'envoyer une tonne ne pourront pas être compétitifs sur ces petits satellites parce qu'il y en aurait trop à envoyer, et donc mettre d'accord une centaine de satellites pour aller au même endroit, c'est extrêmement complexe. Alors que si on le réduit à une dizaine, là on peut le faire et envoyer chacun de ses clients au bon endroit, au bon moment, pour une utilisation optimale de leur satellite. Donc votre stratégie, c'est pas d'envoyer beaucoup de satellites d'un coup, mais de répéter les voyages pour envoyer à un point précis les satellites de vos clients. Donc la cible, c'est qui d'ailleurs ? Alors c'est tout un tas d'entreprises et de start-up. On est en discussion notamment avec pas mal d'entreprises en France. Mais par exemple, une start-up française qui pourrait à l'avenir faire partie de nos clients, c'est Unseen Lab, qui envoie donc des satellites dans le but de surveiller des espaces maritimes. Et eux, typiquement, pourraient être un client parfait pour Zephyr. Donc, l'objectif, c'est d'envoyer des nanosatellites. Comment a commencé l'aventure Venture Orbital System ? Donc, vous êtes 3 cofondateurs, je me permets de rappeler. Kevin Monvoisin qui est ici, Ilan Saidi Beckerman et Stanislas Maximin. Comment on fait quand on est 3 entrepreneurs et qu'on décide de se lancer dans le secteur spatial ? Eh bien, on commence à en parler avec pas mal de monde. Et un des gros avantages du secteur spatial, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement ouvertes. Et donc, on a pu commencer à faire une étude de marché, puis à structurer l'entreprise qui allait naître, et à se faire accompagner par des personnes qui ont eu des postes importants, que ce soit au sein du CNES, d'Ariane Group ou même de l'Agence spatiale européenne, qui ont accepté de passer du temps avec nous pour nous apprendre des choses, et qui en passent encore maintenant, notamment sur des points techniques, pour nous éviter de faire des erreurs ou nous partager leur savoir, nous donner les bons contacts
quand on est sur une problématique pour être sûr de pouvoir la surpasser. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on a pu progresser et apprendre, en plus des formations que chacun avait pu avoir pour faire avancer l'entreprise. Pour faire le grand saut dans le secteur spatial. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette technologie que vous avez mis au point? Parce qu'il y a un aspect extrêmement disruptif. Tout est basé sur ce qu'on appelle des moteurs fusées, à seulement 3 composants, alors que normalement, il y en a des centaines. Comment vous avez réussi ce tour de force et dans quel but? Alors, comment on l'a réussi? Mais en utilisant l'impression 3D. Donc, chose qui n'existait pas, ou du moins qui était assez peu développée il y a une dizaine d'années, et donc qui actuellement est en plein boom. Et donc, c'est vrai qu'on peut se permettre d'atteindre des géométries qui n'étaient pas possibles avant. Et on intègre vraiment l'impression 3D, pas comme un nouveau moyen de fabrication, mais vraiment comme un nouveau moyen de conception, parce que la manière de développer une pièce pour de l'impression 3D ou pour de l'usinage traditionnel, ça va être totalement différent. Donc il faut vraiment le prendre dès le début, ce qui a permis donc de réduire le nombre de pièces pour le moteur à seulement 3 pièces, et donc ce qui vient réduire le nombre d'interfaces et donc faire baisser le prix, mais aussi éviter des problèmes sur des pièces ou des assemblages du fait qu'on en a moins. Et donc l'objectif final, c'est pas l'impression 3D? Alors, l'objectif final, c'est d'avoir un lanceur qui soit efficace et peu cher. Donc, utiliser l'impression 3D sur les moteurs était un moyen de le faire et d'y arriver, avec tout un tas d'autres avantages. Ça permet d'avoir du fait de la réduction du nombre de pièces, des moteurs qui vont être moins lourds, qui vont être plus robustes, qui sont aussi moins chers, comme je disais. Donc, c'est tout un tas d'avantages à utiliser cette technologie. Alors ça, c'est ce qu'on voit à l'image. Donc ça, c'est le lanceur Zephyr. Alors là, c'est la partie haute. La partie haute du lanceur Zephyr. Donc l'idée, c'est d'envoyer combien de ces engins par an, une fois qu'on aura eu le premier lancement qui est prévu pour 2024, je crois? C'est ça, fin 2024. L'objectif, c'est d'arriver à environ 50 lancements par an en rythme de croisière, ce qui est largement accessible au vu de l'évolution du marché qui se profile. Donc il y aura suffisamment de demandes pour atteindre un seuil de rentabilité rapidement? Oui, actuellement les prévisions, donc c'était 190 satellites à peu près de moins de 50 kilos envoyés en 2019. Et les estimations arrivent à 800 par an en 2025. Ouais. Mais si on compte les méga constellations comme Starlink, Kuiper, etc. Starlink sont des satellites qui sont plus lourds que ça, donc non, on ne les prend pas en compte. D'accord. Mais si on prend vraiment en compte les satellites sur lesquels Zephyr peut fonctionner et être compétitif, c'est environ 800 satellites par an. Et donc quand on prévoit comme ça d'envoyer 50 lancements par an pour créer un rythme de vol régulier, est-ce que la question de la responsabilité écologique, de l'impact sur la Terre se pose? Oui, il se pose, et même sans ça, c'est quelque chose qu'on a à cœur. Donc il y a plusieurs moyens d'agir dessus. Nous, c'est pas sur le lancement en lui-même que le lanceur va le Donc plus, pas sur le choix du moyen de propulsion? Non, parce que pour donner un ordre de grandeur, les 50 vols avec Zephyr, c'est un aller-retour Paris-Moscou en A380, donc c'est pas énorme, même si ça reste un impact écologique, mais l'impact à réduire est vraiment sur toute la chaîne de production et d'assemblage, et c'est là-dessus qu'on travaille pour le faire. Et dans un second temps, sur aussi tout ce qui va être pollution spatiale. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place en France, où on a la loi des opérations spatiales qui est la plus dure au monde, même si on a le droit de laisser nos déchets pendant quand même 25 ans en orbite. Nous, on a fait le choix d'inclure dans le développement une réserve de performance pour n'y rester que quelques heures à quelques jours en fonction des missions. Et donc ensuite quoi, le faire revenir dans l'atmosphère pour qu'il soit détruit? Il revient dans l'atmosphère et se détruit dans l'atmosphère. Donc sans résidus, ça c'est garanti? Ou alors de très petites pièces. Et vous avez dit que vous intégriez à la chaîne de production ces questions de responsabilité écologique, comment?
Déjà en essayant alors avec des partenaires qui sont assez proches, principalement en France et en Europe, mais aussi sur les moyens de conception. Il y a plusieurs études qui ont pu être menées pour essayer d'inclure des matériaux biosourcés au sein du lanceur et donc réduire l'utilisation de métaux rares ou de matériaux qui peuvent avoir un bilan carbone élevé. Tout ça qui se passe d'ailleurs dans l'usine qui vient d'être ouverte il y a quelques mois, inaugurée à Reims, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui. Alors, on a vu votre marché, on a vu cette idée de prendre quand même en compte les ambitions écologiques. 50 lancements qui seront partis de où? Alors, il n'y a pas de zone qui soit précise pour le moment, mais on est en discussion avec le CNES pour pouvoir tirer depuis le CSG à Kourou. Alors, il faut dire pour ceux qui nous regardent que le CNES souhaite ouvrir le port spatial de Guyane à Kourou aux startups, et donc il réhabilite la base Diamant 1 pour l'ouvrir aux startups. 13 sociétés ont répondu à cette offre et vous en faites partie. C'est ça, exactement. Et donc, il y a cette partie-là avec l'Agence spatiale française. On est aussi en discussion avec un spaceport en Écosse qui est lui en train de se créer. Chacun a ses avantages. Il y a de plus en plus de ces petits satellites qui partent sur des orbites qu'on appelle les orbites polaires, donc qui changent des orbites équatoriales qu'on utilisait de manière traditionnelle et historique. Et donc, avoir un pas de tir qui soit plutôt dans le nord peut avoir aussi ses avantages. Donc pour le moment, voilà, c'est les deux sites avec lesquels on est en discussion très avancée. Et on sait aussi que pour arriver à 50 lancements, ce sera très compliqué de le faire depuis un seul site. Et aussi pour pouvoir tirer toute l'année du fait juste de la météo qui peut bloquer certains lancements à des moments. Donc avoir plusieurs sites semble être une bonne réponse au fait assez problématique. Au niveau des coûts, comment on fait pour financer une start-up dans le secteur spatial quand on est en France et en Europe qui ne compte pas beaucoup de formes de fonds privés dédiés au secteur spatial? C'est un travail de tous les jours. C'est un travail pour convaincre quelques fonds spécialisés, mais aussi des fonds qui ne le sont pas et à qui il faut apprendre et montrer que le spatial peut maintenant se privatiser. Il y a quelques bons exemples dans le monde. Enfin, on a pu SpaceX ou Rocket Lab en Nouvelle-Zélande qui ont un peu ouvert la voie et donc qui tout de même facilite un peu la tâche maintenant, même si ça reste encore compliqué. Alors vous trouvez vos fonds où maintenant? Dans les fonds publics? Alors en partie, mais on a aussi une levée de fonds qui est en cours et on passe de se clôturer. On passe de se clôturer bientôt. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'elle se passe bien, cette levée de fonds? Est-ce qu'on a une idée du montant? Je ne pourrais pas communiquer cette information pour le moment. Bon, on en reparlera prochainement sur Smart Space. Dans quelques jours auront lieu les assises du New Space, enfin précisément début juillet. Venture Orbital est assez investi sur le sujet. J'aimerais connaître la part de Voss dans ces discussions-là. Alors, ces assises du New Space, ce sont les premières qui auront lieu en France. L'idée, c'est de positionner le New Space dans le top 3 ou top 5 au niveau mondial. Donc les ambitions sont extrêmement importantes, mais c'est aussi l'occasion de réconcilier, si c'est nécessaire, le hot space et le new space, qu'on appelle comme ça, donc les acteurs historiques et cette émergence de start-up. Oui, de toute façon, on voit bien que les startups d'aujourd'hui ne peuvent pas non plus se passer de ce qui a pu être fait avant. Et inversement, les acteurs historiques ont aussi besoin des startups pour amener de nouvelles choses et de nouvelles innovations. Donc, le but est vraiment de pouvoir trouver des solutions pour travailler tous ensemble. Et on est très investi dedans, que ce soit en tant que Voss ou aussi avec l'Alliance New Space France.
dont Stanislas en est le président. Stanislas Maxillien, cofondateur de, oui. de Venture Orbital Systems. Donc il est donc président de Venture Orbital Systems de l'ANF et participe donc aux assises du New Space avec vraiment ce but de pouvoir avoir l'agence spatiale française qui va servir de lien entre le New Space et les acteurs historiques et de réussir à créer des synergies et un écosystème qui va être capable de se tirer vers le haut pour atteindre cet objectif d'être dans le top 5 mondial. En 5 ans. En 5 ans. Ça vous semble pas un peu trop ambitieux ? Non, parce qu'on a vraiment déjà tout un écosystème qui va de la fabrication de composants aux lanceurs, satellites et même des services. Tout ça qui peut être représenté par tout un ensemble de startups. On le voit au sein de l'Alliance New Space, mais aussi avec des acteurs historiques comme peuvent l'être Ariane Group, Thales, Airbus. Et donc, je suis plutôt confiant sur le fait que si on s'en donne les moyens, on arrivera à atteindre cet objectif. Pour conclure, aujourd'hui, ce sont des fusées à usage commercial et demain elles seront encore très certainement à usage commercial. Vous n'avez pas d'ambition d'aller sur un autre service. L'idée, c'est quoi la vision à long terme de Venture Orbital Systems ? Alors, il y a cette partie lanceur, mais après on a aussi donc une filiale Astreos qui développe des services et dont l'objectif à long terme est vraiment de pouvoir intervenir de l'idée à l'orbite, donc de continuer à démocratiser le spatial et de pouvoir répondre à des services avec des personnes qui n'auraient pas eu l'idée de développer un satellite, mais de les accompagner pour dimensionner le satellite dont ils vont avoir besoin, la constellation dont ils vont avoir besoin, et puis s'occuper de toute la partie fabrication des satellites, obtention des autorisations, lancement, etc. Donc vraiment s'occuper de tout le bloc spatial dans leur service. Dans toute la chaîne de service. Ok, merci beaucoup Kevin Monvoisin d'être venu sur le plateau de Smart Space pour nous présenter un petit peu les rouages de cette start-up qui fait tant parler d'elle aujourd'hui et qu'on va suivre avec attention, notamment avec cette échéance qui arrive bientôt de la clôture de cette levée de fonds qui est en cours. On en reparlera très certainement sur le plateau de Smart Space. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de votre émission Smart Space sur Bismart. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et à très vite sur Bismart.